Bien, merci Michel et bonjour à tous. Je crois qu'on n'a pas énormément de temps, c'est un peu comme hier, la richesse des interventions. Oui, on a une petite demi-heure. Bon. Donc la richesse des interventions, j'allais dire le foisonnement des interventions qui ont précédé, fait qu'il va être assez difficile. On appelait ça une table ronde de synthèse. Mais pour ma part, j'aurais certainement bien du mal à faire la synthèse de tout ce qui a été dit, même si les présentations étaient déjà très bien cadrées et qu'on a eu une idée très claire à la fois du cheminement de votre réflexion au fil des années, des nouveautés de votre réflexion, des résultats de vos recherches. Bon, c'était particulièrement intéressant pour nous. Et comme je ne veux pas trop réduire les choses, je vais surtout essayer et surtout, comme je ne veux pas non plus répéter ce qu'on a dit les années précédentes, parce que ça fait quand même 2 ou 3 années maintenant que nous consacrons largement du temps au numérique pour l'éducation. Et je vous renvoie d'ailleurs à l'excellente publication, et je voulais vous remercier d'avoir si bien restitué les travaux, l'excellente publication du congrès de Casablanca, qui rend compte très précisément de tous nos débats, des présentations, des conférences, et qui est déjà très riche en termes, tout ce qui concerne le numérique éducatif, déjà très riche en résultats de nos réflexions. Donc, simplement, je vais donc faire à la fois ressortir quelques idées que j'ai retenues, et je laisserai la parole aux collègues. Ça ne sera pas le débat ou la table ronde que nous avions prévu, parce que je crois qu'on n'a pas vraiment le temps quand même de faire comme ça. Alors, merci aux intervenants aussi pour cette plaidoirie dont j'ai retenu finalement que l'objectif était de remettre l'école à l'endroit, n'est-ce pas Marcel? De remettre l'école à l'endroit, en tout cas de mettre l'école à l'endroit, l'enseignant à sa juste place et l'élève dans son juste rôle par rapport au savoir. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est ce souci de mettre l'humain, de remettre l'humain au centre de la relation pédagogique, ce qui n'était pas gagné, en tout cas pas dans les représentations que nous nous faisons du numérique. La question pour moi est l'évolution principale que je peux constater depuis plusieurs années que j'entends et que je participe à des interventions sur le numérique pédagogique et le numérique qu'on appelait autrefois l'ETIS et qu'on appelle aujourd'hui numérique pédagogique, c'est que on ne se pose plus la question de savoir si le numérique est efficace, entre guillemets, ou pas, sur les apprentissages. Comme l'a souligné, je ne sais plus si c'est Ron ou Marcel tout à l'heure, l'un de mes 2 collègues, cette question est réductrice, ou en tout cas, ce n'est pas la bonne question de parler de l'efficacité d'un outil sur des apprentissages. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est tout simplement de savoir quelle pédagogie, quelle stratégie, quel contexte mettre en œuvre pour que tout ce potentiel qui a été souligné des technologies ou des environnements numériques, comme vous voulez les appeler, dans lesquels nous sommes plongés, servent au mieux les objectifs éducatifs que nous nous fixons. Vous voyez, ça n'est pas du tout la même chose. C'est pas est-ce que le numérique est efficace, est-ce qu'un outil est efficace? Non. Est-ce qu'on s'est demandé si le stylo était efficace est-ce qu'on a eu à prouver, à évaluer l'efficacité du stylo-bille? Non. Sur l'enseignement, pas du tout. Donc, c'est vraiment quelle pédagogie, et c'est par l'entrée pédagogique, quelle stratégie il faut mettre en place pour que ces outils servent au mieux nos objectifs éducatifs en termes d'apprentissage, aussi en termes de formation du citoyen, et aussi comment ils peuvent augmenter notre capacité à faire, notre capacité à être, notre capacité à développer ce que nous sommes dans la société de demain. Alors c'est un changement profond de mode de pensée, car nous avons enfin pris acte, enfin pris conscience du fait que le numérique est un phénomène avant tout culturel et social, et que nous ne pouvons pas laisser l'école à l'écart de cette transformation, même si ces transformations sont lentes et difficiles. On a vu les freins, qui sont surtout des freins culturels, et qu'il nous faut donc les intégrer et surtout accompagner ce changement. Accompagner ce changement, c'est bien le rôle de l'école, n'est-ce pas?
C'est bien le rôle d'une école qui ne peut plus s'appuyer uniquement sur des initiatives individuelles, comme l'a dit Thierry Carsanti, mais qui doit se mobiliser collectivement avec tous les acteurs de l'école pour que ces choses puissent se faire. Donc je dis un phénomène de changement profond, mais c'est aussi, je l'ai noté, un phénomène inédit, car jamais les supports technologiques de la connaissance n'ont autant conditionné notre approche du savoir. Et ça, c'est une remarque supplémentaire que je voulais faire et qu'il faut peut-être ajouter. Les écritures, les langages, les algorithmes qui sous-tendent nos pratiques numériques et qui ne sont pas visibles sur nos écrans, ces algorithmes les informent, leur donnent forme, les formatent en quelque sorte, pour jouer sur le mot forme, beaucoup plus que nous n'en avons conscience. Là encore, la question est de savoir ce que nous voulons faire de ces instruments qui orientent notre appréhension et notre compréhension du monde. Et peut-être, pour nous, et surtout pour les enseignants, de reprendre la main sur leurs usages pour en faire de véritables pratiques scolaires, de véritables pratiques éducatives, c'est-à-dire des pratiques élaborées, construites, raisonnées, fondées, comme on l'a vu, sur les résultats de la recherche scientifique et pas sur des fantasmes, des représentations ou des idéologies qui font que souvent la décision politique ne s'appuie pas, n'est pas éclairée par les avancées de la science. Alors, je pense qu'il est important de rappeler cette façon dont le numérique et surtout toutes les écritures qui sous-tendent nos pratiques informent notre relation au savoir. Je pense quand même que c'est aussi là quelque chose d'assez nouveau parce que le livre, le cahier, l'ardoise, le tableau noir, certes, définissaient l'architecture de notre univers scolaire, mais c'était quand même une forme explicite, partagée et consensuelle finalement. Alors que les choix, les orientations, les hiérarchies qu'établissent par exemple les algorithmes de Google sont beaucoup moins transparents, beaucoup plus masqués, beaucoup plus mystérieux à nos yeux. On a vu hier par exemple la demande et le débat et toute l'émotion qu'il y a autour de la transparence de l'algorithme d'APB. C'est un exemple, mais on voit bien tous les débats qui ont lieu autour de ça. Alors pour terminer, 3 points que j'ai relevés pour faire ce bon usage. Ça m'a amusé, je dois dire, le titre, le bon usage, ça me rappelle mon grévis qui ne m'a pas quitté pendant toutes mes années scolaires. Oui, bon usage du numérique, parce que comme je viens de le dire, le numérique, c'est une langue, c'est une grammaire qu'il faut apprendre à utiliser et à mettre en œuvre dans notre action au quotidien et dans nos activités scolaires. Alors, que faire pour faire bon usage ? Eh bien, d'abord, il me semble qu'il faut développer ces compétences du XXIe siècle, dont parle souvent Thierry Carsanti et dont nous avons évoqué les principales tout à l'heure, qui sont des compétences nouvelles et transversales, qui nous permettent de vivre, qui vont permettre aux élèves de vivre dans le monde de demain. Ces compétences, on les a évoquées rapidement, c'est apprendre à apprendre, apprendre à s'adapter, collaborer, être capable de rechercher de l'information, choisir, trier, sélectionner, voilà, les compétences qui sont en amont de toutes les autres. Il faut aussi, me semble-t-il, être en mesure de concevoir et de développer tout ce que ces environnements numériques rendent possible. Parce que si on n'a pas de repères sur ce qu'on attend, et si par exemple on ne s'appuie pas, comme on l'a dit, sur ce que les neurosciences nous apprennent du fonctionnement du cerveau, de ses rythmes d'apprentissage, et qu'on navigue à vue, on ne tirera pas toutes les potentialités de cet outil numérique. Alors, on les a évoquées, ces promesses du numérique, ces potentialités. Vous avez parlé de la possibilité de diversifier les situations d'apprentissage, de varier les supports. Vous avez évoqué l'ouverture sur le monde, les échanges, la découverte possible, les interactions, l'élargissement de l'espace et du temps de la classe. Vous avez évoqué aussi, c'est très important, la possibilité d'expérimenter. C'est la démarche empirique qu'a souligné Marcel tout à l'heure, de tâtonner, d'explorer, de faire des hypothèses, de se tromper, de s'appuyer sur nos erreurs pour progresser.
Un autre point que vous avez évoqué, c'est le retour réflexif sur ce qu'on a fait, le feedback, les répétitions possibles. Et on sait que ces choses-là sont absolument essentielles pour fixer les savoirs, et les savoir-faire d'ailleurs aussi. La possibilité, et cela me permettra d'introduire rapidement ce que Didier Alexandre va présenter, de mesurer ces progrès, de les cartographier, de cartographier ces connaissances, de revenir sur les processus sémantiques aussi des textes. Et puis évidemment, ce que nous évoquons beaucoup et toujours, collaborer. Collaborer, apprendre à réfléchir ensemble, exercer notre intelligence collective. Le troisième point de ma conclusion, c'est qu'il nous faut nous-mêmes, nous, nos élèves, pouvoir entrer dans les algorithmes, créer nos propres algorithmes pour aller lire et pour aller exploiter toute cette masse immense de données et d'informations qui gisent dans les corpus numérisés de notre connaissance. C'est ce que fait, par exemple, le laboratoire de Didier Alexandre, qui, comme il va vous l'expliquer, utilise finalement toute l'intelligence artificielle pour analyser les données textuelles. Une analyse quantitative, mais qui va ensuite être recoupée avec toutes les intuitions, les hypothèses d'interprétation, qui va permettre de construire le sens des textes. C'est un exemple pris à la littérature, mais dans tous les domaines du savoir, on voit aujourd'hui tout le potentiel que l'intelligence artificielle va pouvoir développer pour nous permettre de développer pour construire le sens et construire les savoirs. Et enfin, il me semble qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais qu'il faut absolument promouvoir et faire émerger, faire vivre des valeurs et des comportements éthiques, c'est-à-dire faire vivre des règles qui vont nous permettre de définir ces cadres de nos échanges, ces cadres de nos recherches, ces cadres de confiance et de respect des individus, des cadres du vivre ensemble, mais aussi des cadres pour notre démocratie, que nous avons là encore, et dans nos écoles, dans nos classes, dans nos établissements scolaires, à construire ensemble. Je crois que quand on a parlé de leadership, on a bien vu que la manière de travailler, la manière d'approcher les savoirs, la manière de réorganiser, de reconfigurer l'ensemble, non seulement des enseignements, mais des classes, de la forme matérielle, de la forme scolaire, c'est quelque chose qui se discute dans l'établissement, avec les enseignants, avec les élèves, avec les parents. Et les dernières recherches et les derniers travaux les plus intéressants que j'ai rencontrés, ce sont précisément ceux où on a cette démarche participative, où toute la communauté éducative réfléchit ensemble à ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut que soit l'école de demain. Donc c'est là-dessus que je terminerai. Je pense que j'ai essayé de résumer les grands enjeux et les grands axes de ce que j'ai entendu. Bien sûr, je n'ai pas répété ce que vous avez dit, mais il me semble que là, on a des pistes de réflexion et des objectifs à partager ensemble dans nos écoles qui peuvent être tout à fait opératoires pour les années à venir. Voilà, donc peut-être, je ne sais pas si Didier ou Marianne veulent s'exprimer en premier. Merci beaucoup. Le micro est bien connecté, à tout le monde m'entend. Et si tu préfères, dire ici. Alors, peut-être faut-il que je présente un peu notre projet très rapidement. Moi, je suis universitaire, je suis spécialiste de littérature française, je le rappellerai plus longuement tout à l'heure. Et la question que nous sommes posée, en fait, ce n'est pas seulement de savoir ce que l'on pourrait avoir comme usage numérique sur des textes littéraires. Je fais une distinction entre les usages et les pratiques, déjà. Et je pense que la notion de pratique est beaucoup plus singulière, elle montre bien une nécessaire réappropriation du numérique et des outils informatiques à des fins, en fait, scientifiques. Alors, à partir de ce questionnement et aussi du constat que, je tiens à le dire, mes collègues de littérature française de la Sorbonne, le lieu de la tradition, c'est toujours la cible, quelque part, de nombreuses attaques dans des textes littéraires, par exemple. Donc, nous avons fait le constat que, bon, il y avait une innovation, mais je ne vais pas revenir sur la notion, mais qu'au fond, le numérique, surtout, pouvait transformer à la fois nos méthodes de recherche,
nos méthodes d'enseignement, provoquer une révolution architecturale, on en a parlé, hein, mais de toute façon, tant que nous ne changeons pas les espaces d'enseignement à l'intérieur des établissements, et c'est vrai pour la maternelle, mais c'est vrai aussi pour une université, tant qu'on ne le fera pas, de toute façon, ce changement, cette innovation ne pourra pas entrer dans les faits réellement. Et puis surtout, notre question, elle est disciplinaire, elle touche au savoir. Moi, ce qui m'a frappé dans les 3 interventions que j'ai écoutées avec le plus grand intérêt, parce que j'y ai retrouvé de nombreuses préoccupations qui sont les miennes, pas au niveau pédagogique, hein, mais vraiment au niveau scientifique. Ce qui m'a frappé surtout, c'est qu'au fond, on continue de penser qu'on va pouvoir introduire l'innovation numérique sur des objets de savoir qui vont rester stables et qui resteront les mêmes. Or, là, c'est complètement faux. Je pense que nous essaierons de le démontrer tout à l'heure, Delphine Vernosier et moi, à travers des exemples très concrets, mais en fait, ce qui change aussi radicalement, pour nous, par exemple, littéraire, c'est la littérature. Là, je résume très rapidement, mais ce n'est plus du tout la même littérature que l'on analyse et que l'on enseigne à partir du numérique que celle que l'on pouvait enseigner, par exemple, à partir du Lagarde et Michard qui a été évoqué hier, qui s'inscrit dans une tradition lansonienne. Alors ça, il faut en être conscient. Et au fond, c'est le changement, à mon avis même, le plus radical. Et c'est bien de cette idée-là que nous sommes partis à la Sorbonne. Précisément parce que nous nous demandions ce que le numérique et ce que certains travaux existants déjà étaient en train de faire à notre objet de savoir, puisque nous sommes universitaires. Alors, si vous voulez, à partir de là, je pense que ça a des conséquences très très importantes, qui rejoignent en fait les conclusions tirées par mes 3 autres collègues. Bon, la première conséquence, c'est que l'enseignement universitaire, en France et partout, conserve une vocation qui est une vocation sociale. On a évoqué la création de l'université à des fins de production, par exemple aux États-Unis. Tout à l'heure, c'était très juste. En France, il faut rappeler que la naissance de l'université est indissociable de la naissance du système scolaire. C'est l'ensemble qui organise l'ensemble de la réforme. Et elle a des vertus, des finalités qui sont des finalités morales, nationales. C'est-à-dire que, par exemple, on construit une littérature, une histoire à des fins nationales. Il faut le rappeler. Et je veux dire, comprenez bien, ce n'est pas critique de ma part. Donc, là, la première question qu'il faut que nous nous posions aussi, c'est, au fond, effectivement, que va-t-on faire de cette littérature via le numérique, cette littérature numérique, et à quelle fin, en fait, la mettons-nous en place? Or, tout à l'heure, on a parlé de plaisir, alors je suis d'accord, M. Kersanti a vraiment insisté sur la motivation, sur l'enthousiasme, mais c'est vrai que sans ces qualités-là, on ne pourra rien faire. Il n'empêche qu'il faut que nous nous posions la question de savoir, en fait, quelle est la finalité aussi de cette redéfinition méthodologique. Bon, la seconde implication que j'ai notée, relevée, en fait, c'est que notre travail universitaire a des fins de formation. L'articulation entre le supérieur et ce que vous faites, vous, dans vos classes, il est évident, il est au moins évident au niveau du savoir. Donc, si nous bouleversons, en fait, les cadres cognitifs, les cadres du savoir, cela va avoir des conséquences aussi sur la formation des enseignants et aussi sur tout le système d'encadrement de cette formation, sur la validation des compétences. Moi, je note, par exemple, actuellement, faire recruter un jeune maître de conférence dans une discipline de lettres et sciences humaines qui croise le numérique en France, on évoquait le recrutement hier, cela demeure difficile. Faire créer un poste de professeur d'humanité numérique dans une université en France actuellement, bon, il y a un début. Encore une fois, l'Université Paris-Sorbonne, grâce à Barthélemy Jobert, est pionnière puisque nous avons créé un poste. Nous n'avons pas recruté, on l'a au moins créé. Bon. Là aussi, c'est une difficulté. Donc, il faut être conscient de cela. Et par ailleurs, bon, nous sommes ici avec l'inspection générale, que je remercie d'ailleurs de son invitation, enfin les invitations qu'elle nous fait régulièrement. Mais quelle place va-t-on faire aussi dans le système de recrutement à venir
à ce numérique, hein, qui est une spécificité en plus non pas disciplinaire, mais véritablement transversale. Comment va-t-on en fait l'intégrer à un parcours qui, il faut le rappeler tout de même, un parcours professionnel? Vous voyez, donc il me semble que ça, ce sont aussi des questions importantes. Cela rejoint les freins que Ron évoquait, les freins du système. Je suis tout à fait d'accord, mais on ne peut plus maintenant, me semble-t-il, et en 2017, vous avez parfaitement raison, on ne peut plus se contenter de dire, voilà, il y a des freins institutionnels. Il faut quand même commencer à penser, en fait, la manière dont on va intégrer cela au système. Donc, bon, ça, ce sont les premières remarques que je ferai. Je vais dans cette direction pour éviter de dire ce que je vais dire tout à l'heure, évidemment, oui, parce que ce serait un peu dommage. Et encore une fois, j'ai écouté avec le plus grand intérêt ce qui a été dit. En particulier, moi, je suis sensible à cette dimension architecturale. D'autant plus sensible que je terminerai là-dessus. Le LabEx Oakville, qui regroupe à peu près 400 chercheurs. C'est une très grosse structure qui a une équipe permanente de 20 à 25 chercheurs, ingénieurs, postdocs, doctorants, enseignants fixes en place, ne dispose pas de locaux, officiellement. Puisque c'est une structure d'incitation, il n'a pas le droit, et on ne trouve pas de locaux aussi, tout simplement. Notre recteur sourit, mais c'est tout le problème de la Sorbonne, nous n'avons pas de locaux. Donc c'est une vraie difficulté. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Comme je suis un peu gardienne du temps, je propose si on a le temps tout à l'heure, on pourra toujours rebondir dans les forums sur toutes ces questions-là, parce que vous avez maintenant une claire idée de ce qui va être débattu et échangé dans les forums. Mais je pense que c'est intéressant aussi de voir au niveau du ministère, puisque Marianne est donc déléguée aux relations internationales du ministère de l'Éducation, la manière dont le numérique, au-delà de l'enseignement, a modifié à la fois les objets, les sujets d'échanges internationaux. C'est devenu un sujet vraiment de coopération internationale, mais aussi l'organisation même des relations internationales au sein du ministère. Et cette dimension de réorganisation aussi des systèmes éducatifs et des réseaux internationaux d'échange et de collaboration, c'est un élément très important qui a aussi des retentissements sur notre manière de travailler dans les classes, puisque la preuve, nous sommes tous réunis ici grâce à ce grand réseau numérique que nous créons autour de l'école. Donc voilà pourquoi Marianne a aussi beaucoup de choses à vous dire, donc je préfère lui donner la parole. Beaucoup de choses, je vous rassure, ce ne sera pas extrêmement long. J'ai noté dans toutes les passionnantes interventions qui ont eu lieu jusqu'à présent un certain nombre de questions que l'on retrouve posées par de nombreux pays qui cherchent à développer avec nous une coopération où le numérique intervient aujourd'hui. Ce qui est, à mon sens, important, c'est que le numérique n'est plus seulement un sujet d'échange, mais devient aujourd'hui, se développe comme un vrai objet de coopération et avec des demandes de coopération qui évoluent de façon beaucoup plus ciblée, beaucoup plus personnalisée. Je veux dire, l'ère de l'exportation du prêt-à-porter numérique est aujourd'hui terminée. Ce qui est frappant, c'est l'universalité d'un certain nombre de questions que vous avez pu soulever dans les discussions. On en retrouve dans les discussions que nous pouvons avoir avec les pays avec lesquels nous tâchons de collaborer. Donc on n'est plus dans la mise à disposition de contenu, de matériel, mais véritablement à comment mettons en place pour résumer, des écosystèmes du numérique avec des projets beaucoup plus ambitieux qui sont plus
plus en prise aussi avec les besoins du pays avec lequel on tâche de faire, et plus en prise avec leur marché du travail, avec leurs difficultés ou leurs opportunités aussi. Et on a développé récemment un certain nombre de projets, l'université numérique libanaise, avec la commu Bretagne-Loire, donc avec la mise en place, certes, d'une structure technique, mais aussi le développement d'un projet pédagogique ambitieux. L'idée aussi, par exemple, de développer une université virtuelle en Côte d'Ivoire se développe actuellement, et en partenariat, alors non seulement avec les acteurs du ministère de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, mais aussi en partenariat avec une entreprise française, dont je ne dirai pas le nom, mais sur laquelle nous coopérons dans un esprit, utiliser les opportunités et les forces du public et l'appui que peut nous donner le privé. Donc, ça c'est un point qui est effectivement tout à fait nouveau. Nous bâtissons un certain nombre de projets, y compris dans des contextes extrêmement difficiles. Par exemple, en Haïti, nous essayons de développer, en prise avec le pays, un outil numérique qui puisse leur permettre aussi de faciliter l'acquisition des savoirs. Et là, je ne reviens pas sur tout ce que vous avez développé jusqu'à présent. Donc, on a, ça c'était mon premier grand point, de nouvelles formes de coopération induites par le numérique et en prise avec le numérique, mais avec des analyses et des problématiques où chaque pays souhaite développer de sa propre manière. Et c'est nouveau. Le deuxième point sur lequel je souhaitais appeler votre attention, c'est ce projet qui est actuellement en cours de mise en œuvre, qui porte sur l'école française numérique, du numérique, dans laquelle l'enseignement français à l'étranger occupe une place stratégique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a là l'idée d'utiliser l'outil numérique pour augmenter significativement le nombre d'apprenants en français ou du français dans le monde, d'offrir un appui aux établissements de notre réseau et participer au rayonnement de l'enseignement en français. En même temps, c'est l'idée grâce à ce projet, grâce à l'outil et aux ressources que l'on pourra mettre en place, d'avoir une influence de l'outil construit en France, je dirais, sur l'ensemble du monde en s'appuyant sur notre réseau. Donc il y a là cette idée où le numérique pourra être un vecteur puissant d'influence, qui est encore une autre manière de s'appuyer dessus et de l'utiliser. Alors, dans ce contexte-là, la ressource que l'on offre, la manière dont elle est utilisée, ensuite fera appel aussi à toutes les questions que vous avez pu soulever tout à l'heure. Comment est-ce que dans les classes, et avec les spécificités de chacun, au niveau de l'école, au niveau de l'université, on pourra en utiliser les potentiels. C'était les quelques points sur lesquels, en complément et modestement de ce que vous avez pu brillamment développer, je souhaitais attirer votre attention. Je regarde le régulateur. Je pense que sur ces deux illustrations à deux niveaux très différents, l'une disciplinaire en lettres et l'autre au niveau d'un ministère, je pense que nos amis canadiens peut-être ont des choses à dire. Oui, non, pas de réaction. D'accord, il y a quelque chose que je voudrais ajouter quand même, c'est que lorsqu'on parle du changement, que je vous ai entendu parler quand même de la structure de l'école, de la classe et tout ça, il y a autre chose que j'ai oublié d'ajouter, c'était le fait que
lorsqu'on est en train de revoir là où il y a du changement, de l'innovation, l'introduction du numérique dans les écoles, il y a un sentiment d'urgence de la part de ces gens, qu'on doit agir, on doit faire autrement. Par contre, ce qui arrive très souvent, c'est que dans le contexte où vous êtes présentement, ce sentiment d'urgence n'est pas là. Parce que vous réalisez déjà du succès. C'est pas évident de commencer à parler du changement, d'innovation avec des gens qui sont en train de vivre du succès. Alors, c'est pour ça que les stratégies d'innovation, la classe inversée, la façon de s'y prend beaucoup de planification et beaucoup de réflexion avant de s'y lancer vraiment dans ce type d'innovation. Alors, je voulais ajouter à ça puis toucher exactement ce qui a été dit par nos collègues. Oui, pour moi c'est un point important parce que on pourrait croire vu d'extérieur pour ceux qui ne sont pas engagés déjà dans ces nouvelles pratiques qu'on va laisser les élèves faire n'importe quoi, on les met en autonomie, voilà. Or, ce qui est vraiment important de souligner, et moi je l'observe quand je vais dans les classes, c'est que toutes ces pratiques sont extrêmement structurées, préparées, réfléchies en amont par les enseignants. Et c'est peut-être ça aussi un des freins, c'est que effectivement, il faut, c'est du travail supplémentaire. Hein. C'est qu'au départ, cette transformation, elle ne s'improvise pas pour arriver à maîtriser tout le processus d'apprentissage et à faire en sorte de laisser une place aussi au hasard, à la rencontre, et en même temps de conduire les élèves là où on souhaite qu'ils aillent. C'est une véritable restructuration et révolution de la manière d'enseigner, des scénarisations aussi des apprentissages. Donc mettre en place tout ce contexte, tout cet environnement pour que l'élève apprenne et non pas pour qu'on lui transmette, comme disait Marcel, ça demande un réel effort et ça ne va pas de soi. Et on ne met pas l'élève en autonomie, c'est pas vrai. On lui apprend à construire son autonomie. On lui apprend à trouver la manière qui convient le mieux aussi à sa progression. On lui apprend à être conscient de ce qu'il a appris et à être conscient de ses progrès. Et tout ça c'est une véritable révolution pédagogique à mon avis, même si je suis d'accord sur le fait qu'on est plutôt dans une évolution, une transformation progressive, plutôt que dans une rupture, hein, bien sûr.